Sur ce, j'ouvre la séance d'aujourd'hui et avant d'écouter les urologues pour cette séance sur la prise en charge d'étudiants de vessie, nous allons vous faire un peu d'histoire et j'invite Patrice Le Floch-Prigent. Et pendant qu'il s'installe, je vous rappelle que l'Académie telle qu'on la connaît aujourd'hui, même si elle ne portait pas le nom d'Académie nationale, a été créée en 1935, alors que les chirurgiens ont été ensuite, enfin les chirurgiens entre-temps ont été hébergés de 1820 jusqu'à nos jours dans une division chirurgicale au sein de l'Académie nationale de médecine avec lequel j'essaye d'entretenir le maximum de relations amicales, cordiales, chaleureuses et surtout constructives. Mais cette académie qui avait disparu au moment de la Révolution et plus particulièrement de la Commune a vu le jour en fait en 1731 et dans ses capacités pas de visionnaire mais de, je ne sais pas comment il faut dire, Patrice Le Floch-Prigent va nous raconter cette séance du 18 décembre 1731 de première réunion de la future Académie de chirurgie. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le compte-rendu de la première séance publique de la Société académique de chirurgie qui deviendra quelques années plus tard, après un relatif court purgatoire d'une dizaine d'années, Académie royale de chirurgie. Donc elle est née le 18 décembre 1731. Nos archives sont à l'Académie de médecine, comme vous le savez, très bien conservées, en parfait état. Et je vais aujourd'hui vous exposer les pages 1 à 12 qui réservent quelques surprises, pas seulement de contenu, mais d'écriture. Le matériel est simple, il s'agit d'un manuscrit encartonné, il s'agit d'un recueil relié, une très belle reliure, un petit peu abîmé par les nombreuses ouvertures, très certainement des académiciens de chirurgie, peut-être plus que de médecine. La méthode paraît simple. J'ai perfectionné à partir d'une étude depuis 2 ou 3 ans sur un vieux livre de chirurgie de la fin du XVIIe siècle, du XVIe siècle. Et donc il faut lire, alors c'est du français évidemment, c'est un français assez proche de nous, mais pas complètement. Et ces manuscrits, donc il y a beaucoup de fioritures parce que c'est un compte rendu de prestige. Il a fallu les photographier, monsieur Damien Blanchard s'en est chargé. Il faut faire des tirages papier pour pouvoir travailler. Et moi je réécris tout à la main parce que la seule écriture manuscrite que je possède bien, c'est la mienne. Des pages 1 à 12, elle est suivie de 13 autres pages qui, elles, sont en chiffres arabes. Et j'ai pu hier consulter une thèse qui est citée sur plusieurs pages et qui, en fait, a fait débat. C'est une thèse Quod Libétaire du 18 mars 1732, donc presque 3 mois plus tard, et avec pour président Renaume de la Garenne. Le président, à cette époque-là, écrivait la thèse entièrement. Mais elle ne fait que 8 pages. Je peux vous la faire passer, si vous voulez. C'est en latin, évidemment. Elle est en ligne sur Medica de la BIU Santé Paris. C'est comme ça qu'il faut dire. Et je vous montre les résultats. C'est un grand format, un peu au-delà du A4, des grands cahiers. C'est une très belle écriture, il n'y a pas de mention du lieu, mais c'était certainement à Saint-Côme, là où nous espérons revenir. Et il y a 2 grandes parties numérotées différemment. C'est la première que je vous présente aujourd'hui, et la deuxième serait des pièces jointes ou des pièces justifiées, et nous les verrons une autre fois si le bureau me le permet. Et donc le plus important, c'est le projet de règlement pour une académie de chirurgie. Et vous voyez que dès sa création, il y a une petite, pas confusion, mais une espérance qui est écrite. On voudrait que ça s'appelle l'Académie de chirurgie et pas la Société académique de chirurgie. C'était le but. Alors, voici le gigot de la Péronie, donc anobli, qui ici est en 1743, avec en main le premier volume imprimé de l'Académie royale de chirurgie. C'est 1743 et Saint-Côme est ici. Et peut-être que le livre-là a été rajouté après ou avant la Révolution,
parce qu'il y a une couronne royale ici, sur le sommet de Saint-Côme. C'est personnel. Alors voici la première page. Histoire de l'établissement de la Société académique de chirurgie. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas tout lire in extenso. Mais ça commence par, donc lu par M. Morand, qui va être le secrétaire de la Société académique dans les premières années, la compagnie des chirurgiens jurés de Paris. Donc cette société académique ne sort pas ex nihilo. C'est une longue tradition avec la confrérie de Saint-Côme, avec les armoiries de Louis IX, donc Saint-Louis. Et vous voyez que tout est parfaitement écrit. Et on rappelle qu'en 1724, il y a eu des démonstrateurs qui sont passés en perpétuel au lieu d'être annuels, et que, etc., etc. Et tout ça, ce sont des chirurgiens jurés. Il faut, afin que la pratique suive de près la théorie. Alors ça, c'est dans tous les livres de chirurgie, sur plusieurs siècles. Il y a 1 pars théorica et 2 pars pratica. Nous, on fait plutôt le contraire, ou pas de théorie du tout. Enfin, c'était les lois du temps. Et pour les chirurgiens universitaires de l'époque, enfin l'équivalent, ils parlaient latin et ils citaient les auteurs littéraires aussi, pas seulement chirurgicaux. Alors sur la page numéro 2, il y a une première note d'humour, après ce sera plus acerbe, et donc vous pouvez lire, on se plaint peut-être qu'il y a trop de chirurgiens à Paris, il y a trop de chirurgiens, mais personne ne s'est encore plaint qu'il y en eut trop de bons. C'est drôle. Alors, on voit ensuite dans le deuxième paragraphe qu'il s'agit d'une société académique de chirurgie. Donc, il y a un petit retrait qui sera lavé très rapidement. Et son objet de la plus grande importance, effectivement, et là c'est de la littérature très encoulée, mais elle sera basée sur l'expérience et l'observation. Ça n'a pas changé. On est bien d'accord. Et bien sûr, tout a été préparé par M. Maréchal, premier chirurgien du roi, à qui a succédé Gigot de la Péronie, que nous venons de voir. Et bien sûr, il y a eu un travail préparatoire de plusieurs années, sinon plusieurs dizaines d'années, pour aboutir, même si ce n'était qu'à la création d'une société académique. C'était déjà énorme. Et je rappelle que l'Académie de médecine, elle, ne naît que plus tard. Bon. Alors, à page 3, nous avons donc M. de la Péronie, le cardinal ministre, M. de Maurepas, que nous allons revoir, car ils ont écrit, en tout cas pour M. de Maurepas, il avait écrit une lettre à M. Maréchal. Et puis, en paragraphe 3, on parle, et bon, c'est une sorte de clin d'œil institutionnel aux académiciens des sciences et des belles lettres. Mais là, c'est un petit raté parce qu'eux sont restés à l'Institut de France, c'est l'académie, comme l'Académie française et l'Institut de France qui comporte 5 académies, mais l'Académie de chirurgie comme l'Académie de médecine n'appartiennent pas à l'Institut de France. Bon, j'arrête. Alors le plan de la nouvelle société a été établi, et alors ce qui est très intéressant, c'est excellent parce que c'est inspiré du règlement de l'Académie des sciences. Et son président était Fontenelle, qui est resté pendant des dizaines d'années, qui est mort juste avant son temps, ou juste après. Et ils font référence aussi aux articles. Alors ces articles sont en pièces jointes, entre guillemets, et il y a 33 articles très étudiés. Et en fait, c'est le règlement de l'Académie des sciences. Académie royale des sciences. Puis à la page suivante, on voit que l'article 12, qui n'est pas in extenso ici, comprend, outre le bureau, 10 membres libres ordinaires.
Alors, ce que je trouve extraordinaire un peu, c'est que la Société académique de chirurgie préfigure, annonce, sans grande modification, les statuts actuels de l'Académie de chirurgie. C'est-à-dire que la tradition de la création, qui certainement reprenait des traditions de sociétés antérieures, s'est perpétuée jusqu'à nos jours, en tout cas dans l'esprit, sinon dans la lettre, et un peu aussi dans la lettre. Donc il y a déjà 10 académiciens libres ordinaires qui, à mon sens, ne sont pas chirurgiens, et 60 académiciens qui sortent du corps des chirurgiens jurés. C'est écrit d'ailleurs, troisième ou quatrième ligne. Et alors là, il y a une discussion un petit peu, pas sulfureuse, mais un petit peu acide, disant qu'il ne fallait, tout le monde ne comprenait pas qu'il ne fallait qu'un certain nombre d'académiciens. C'est-à-dire, on touche du doigt le problème de l'élitisme. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Alors, ceux qui y sont, ils s'en félicitent. D'ailleurs, ça va être dit, ils applaudissent et tout, parce qu'ils sont convoqués à 70 et ils seront 68, donc pour l'époque où on est en plein hiver, il doit y avoir quand même une ou deux grippes, ou pneumonie, et donc il ne fallait qu'un certain nombre d'académiciens. Et ceux qui ne sont pas académiciens, évidemment, sont moins contents, mais ils peuvent rentrer en présentant leurs travaux. Tous les chirurgiens jurés peuvent présenter leurs travaux, et on explique qu'ils sont alors accueillis comme des académiciens, parce que ce qui te donne le droit, entre guillemets, d'être à l'académie de chirurgie, c'est d'être chirurgien juré. C'est-à-dire pas apprenti, mais chirurgien confirmé. Alors après, si on était 300, les discussions seraient houleuses, c'est pas comme ça qu'il le dit, c'est bien mieux dit. Il dit, mais quelquefois on n'est que 50, et alors ça serait mieux qu'il y ait que celui qui parle et puis le contestataire qui ait la parole. C'est assez fin, c'est même très fin. Alors, là on reprend, les 70 maîtres furent convoqués le 18 décembre, année 1731. C'est un mardi, les séances se seront tenues pendant très longtemps le mardi pour l'Académie de chirurgie. Il n'y avait pas concurrence de l'Académie de médecine puisqu'elle n'était pas encore créée. Il faudra attendre une quarantaine d'années. Et le décalage avec le mercredi était peut-être là pour cette raison. Et il y a lecture du règlement. Donc le règlement existait là, de la page 1 à 10, en chiffres arabes, dans la deuxième liasse. Nous passons maintenant à la lettre du compte de nos repas. Donc visiblement c'était peut-être pas le Premier ministre, mais il faisait tout. À Monsieur Maréchal, le 19 novembre 1731, et elle est très courte, elle fait une demi-page. Les pages font 29 lignes. Et ensuite fut lue la liste des académiciens pour 1732, qui est en annexe, et qui fait une page ou deux, dans la deuxième liasse. Puis une deuxième lettre de mon repas à M. Maréchal, là aussi très courte, mais du 11 décembre 1731, donc une semaine avant la première séance, et qui est incluse in extenso, recopiée, hein, c'est pas l'original, page 13 de la deuxième liasse. Et enfin, paragraphe 4, qui est le plus long, où on dit que tout le monde était très disposé à la création, enfin tout le monde se félicitait dans la société académique, évidemment. Mais là, il y a eu un faux pas. Ont été choisis par M. Maréchal des académiciens, mais certains professeurs de la faculté en chirurgie n'ont pas été cooptés immédiatement. Donc cela on va le voir dans les pages suivantes, va être un sujet de souci. En matière de diplomatie, là, il aurait pu faire un effort. C'est un jugement facile, presque 2 siècles et demi après. Alors la page 6 nous montre que le cardinal ministre, le Premier ministre était cardinal à cette époque, puis M. Chicoineau et le premier médecin du roi, tous se félicitent de la création de la société académique. M. Debose, qui a déjà été cité, est dans le bureau de l'Académie des inscriptions et belles lettres, qui à cette époque ne s'appelle que belles lettres.
et il va concevoir la médaille pour le prix. Je ne peux pas vous la présenter, il fera une présentation ultérieure, je l'espère. J'ai commencé le travail, Monsieur de Fontenelle a déjà été cité à l'Académie des sciences, et enfin, je vous le donne en mille, des journalistes célèbres font l'éloge de la société, etc., qu'ils annoncent. Vous voyez, il y avait déjà des journalistes. C'était la Gazette, qui est créée quelques dizaines d'années avant, et qui était à la solde, sinon à la botte du roi, ce qui lui avait aidé beaucoup. Bien, passons. Alors, c'était ce Louis XIII. Alors, nous arrivons aux assemblées, l'article 30, c'était le bas de la page précédente, et on lit les mémoires une première fois sans intervention. Puis, on ne fait des objections qu'à la seconde. En fait, c'est un peu comme maintenant, on n'interrompt pas pendant l'exposé et on pose les questions après. Et là, on a l'impression qu'on relit in extenso le mémoire. En effet, l'impression que ça donne, c'est qu'on dépose un mémoire et qu'il est lu, et qu'il n'est pas lu par son auteur. Ça dépassionne, hein, ça distancie. Alors, nous ne créons point de vide, voilà, donc de vide, la racine du mot en anglais, et parce que nos séances sont remplies, tout le monde est très assidu, et on voit qu'on parle des chirurgiens du royaume 2 fois, et des chirurgiens étrangers. Donc il y a une volonté que toute la France participe aux travaux de la société académique, et aussi les chirurgiens étrangers. Donc elle est déjà internationale. Le latin facilitait beaucoup, donc il y avait la place écologique de l'anglais maintenant. Tout le monde comprenait le latin, en tout cas le milieu universitaire de l'époque, et ça facilitait énormément les échanges. Et j'arrête là. Alors les prix, on parle du prix, et le prix est donné chaque année avec une médaille créée spécialement. Quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, on créera d'autres prix, donc les médailles seront multipliées. Il s'agit d'une très belle médaille qui était en or, avec un mode de sélection très ouvert. Nous allons le voir juste à la fin. Et là, c'est là le premier gag, c'est qu'on donne comme sujet de prix, est-ce qu'il faut opérer les tumeurs carcinologiques, on dit bien carcinoma d'ailleurs, ou bien est-ce qu'il faut les enlever par caustique? Ça paraît un petit peu bizarre, comme ça c'est la question. Et bien sûr, dans l'esprit de l'Académie de chirurgie, il fallait les enlever par le fer, par le bistouri, plutôt que par cautère. En fait, quand on voit le développement plus tard, ce n'est pas si simple. Alors voilà le premier anachronisme, il parle d'une thèse de 1732. Or là, c'est le compte rendu de fin 1731. Alors c'est monsieur Renaume de la Garenne, et le candidat donc, qui semble ne rien avoir écrit est monsieur Achille François Fontaine, né en Clermont-Beauvaisis, puisqu'il n'exerçait pas encore, donc c'est qu'il y est né. Alors là, on a une dissertation sur un petit peu, enfin qui nous parle peu. Alors voici la question, c'est la question de recherche, qu'on nous dirait maintenant, et la question est là. Est-ce que des Anne Marmarum, ça c'est carcinoma, vulgo-cancer, sectionné, courant d'homme. Est-ce qu'il faut traiter les cancers du sein commun par sectionné, par le fer, par le bistouri? Et je vous donne ensuite la dernière page. Et ça, c'est une thèse officielle de la faculté de médecine de 1732, du 18 mars. Normalement, c'était le jeudi, les thèses libétaires, et là, c'était un mardi. Vérifiez. Et non ergo, ça veut dire non. Il ne faut pas enlever au bistouri les cancers du sein, les plus fréquents. Bon. Alors, bien sûr, ça n'a pas plu à la société académique, et je vais très vite
Et voici là une discussion littéraire sur extirpare du latin, qu'a donné extirper et déraciner, etc., etc. Puis des références littéraires en bas, avec les historiens français, Cicéron, Montaigne, Bossuet, qui disait qu'à l'époque on était très lettrés, puis des citations de chirurgiens, et en fait, il démontre un peu le contraire de ce qu'il voulait annoncer, cette société académique. Donc Hoffmann dans Manger, qui est très connu, mais qui est excellent, Fabrice d'Aquapendente, qui raccourci, Galien et Polégie, faite avec du sucre de poireau et du sel, et Junckef, que tout le monde a oublié, aussi pratique avec les caustiques. Et après, il dit, mais non, mais les ganglions, il ne faut pas traiter par des caustiques corrosifs, mais on peut si on fait après le bistouri. Et après, il y a donc la critique de M. Renaud. Donc voilà, la solution ça aurait été de l'adopter des premiers jours, qui attaque le fond de la question, donc posée par l'Académie, qui a été posée en début d'année 1732. Et là, il reprend un développement, et les anciens et les modernes, les bubons pestilentiels et vénériens. Et tout en bas, mais la question posée par la société académique est bien intelligible par tous les candidats qui ont envoyé des mémoires, donc il se justifie. Voilà. Alors on arrive à la fin. Alors le prix est une médaille d'or. Voilà. Le prix est une médaille d'or. Il développe là. Et elle présentait Louis XV sous son profil droit, Christianissimus. Et au revers, c'était Apollon, le dieu des médecins, et Hygie, la déesse de la médecine, avec des éléments de la théorie et de la pratique. L'anatomie étant classée dans la théorie. Et était gravé Apollo salutaris, ce qui veut dire salutaire, la santé, et pas salutatis, contresens que évidemment j'ai fait devant des chartistes éminents. Et autour, Societas Academica Chirurgorum Parisiensis, donc on a bien compris, 1731. Et l'admission des mémoires, donc, se fera jusqu'en septembre, mais vous avez un délai jusqu'au dernier jour de 1732. Alors le programme de la question est publié, c'est la société académique, et les mémoires seront examinées par un comité paritaire, le bureau de 7 membres et 7 académiciens ordinaires. Et nous annoncerons en 1733 à pareil jour, donc le 18 décembre ou alentour, la pièce qui aura remporté le prix. La sélection se fait par élimination. Donc on élimine, je l'ai lu dans des volumes suivants, on élimine ceux qu'on ne retient pas, et puis reste une short list. Voilà, alors en conclusion, c'est un excellent document qui comprend 2 parties, mais on voit qu'en fait, le secrétaire a pris des notes le jour même, il y avait des pièces annexes, et il l'a rédigé plusieurs mois après, au moins à la fin mars. Sinon plus tard, puisqu'il fait plusieurs pages de réfutation de la thèse de médecine rédigée par M. Renaud de la Garame. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Patrice pour cette intéressante lecture. Je pense que j'allais dire à la fin de ton propos à suivre. Voilà, parce que ça va bien dans le sens de ce qu'on essaye de donner à notre académie. Vous avez vu que finalement on est tout à fait dans la continuité, mais qu'on va essayer d'y donner un peu de modernité. Et donc on est suivi dans la tradition et dans la